Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc, pour la troisième rencontre mensuelle de l'association Cheval et Sciences Humaines. Après avoir eu une première session donc, sur le cheval dans la littérature, puis une seconde sur le cheval dans l'histoire, nous allons aujourd'hui voir le cheval par le prisme de la sociologie et de l'éthologie. Et pour cela, nous avons la grande chance d'accueillir donc, Sophie Barrault et Patrice Régnier. Pour ce qui est du déroulé de la séance, maintenant que vous êtes un petit peu familier, on a donc 2 heures devant nous. Je ferai une très courte présentation de nos intervenants avant de leur laisser la parole pendant 20 à 30 minutes maxi. Et nous pourrons ensuite échanger avec les différents collègues connectés. Et c'est Patrice qui va prendre la parole en premier, si je récupère tous mes documents. Donc, Patrice Régnier est notre vice-président et accessoirement donc, docteur en sociologie avec une thèse soutenue en 2014 à l'université Rennes 2 portant sur le devenir cavalier en tant qu'expérience d'apprentissage par le corps, essai de socio-anthropozoologie des pratiques et techniques équestres. Aujourd'hui formateur EPS à la MFR de l'UDEAC, il est également chargé de cours en sociologie à l'université Rennes 2, à l'UCOBS à Radon et à l'IFSI Pontivy, ainsi que chercheur associé au laboratoire VIPS, Violence, Innovation Politique, Socialisation et Sport de l'EA 4636. Il est l'auteur de plusieurs articles en collaboration donc, avec Vanina Deneux, Équitation et violence du Moyen-Âge au XXIe siècle, évolution et situation des pratiques équestres en France du point de vue du processus de civilisation, paru dans STAPS 2020, avec Hélène Roche, Une sociologie des chevaux est-elle possible? Regard croisé entre un sociologue et une éthologue, paru dans l'ouvrage dirigé donc, par Éric Baratet, Croiser les sciences pour lire les animaux, ou bien encore avec Stéphane Haas, Prolégomène à une analyse des points de vue antispécistes et véganes, paru dans L'Homme et la société. Et donc, je vais lui laisser la parole et le renommer animateur pour qu'il puisse partager son écran. Là, je pense que c'est bon, Patrice. Ça marche, ouais. C'est à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon diaporama. C'est là. Hop. Voyez-vous la bête? Oui, c'est bon, c'est parfait. Alors, je vais me mettre en plein écran. Je vous ai fait une petite... faut que ça marche, parce que sinon c'est un bide. Petite surprise de début, parce que c'est Pâques et que, bon, voilà... Dimanche, c'est Pâques et lundi, c'est les autres Pâques, donc une petite référence s'imposait. Je fais une petite correction pour Anso, puisque c'est Stéphane Eas, donc, qui est docteur en sociologie également, directeur de thèse et HDR. Alors, je vais donc évoquer avec vous ce que j'ai choisi d'être une présentation un petit peu élargie de mes travaux et pour répondre un petit peu à des questions que je sais certains peuvent se poser dans la mesure où je n'étais pas pratiquant d'équitation initialement. Et donc j'ai choisi de vous parler dans socio-anthropologie des pratiques et techniques équestres avec l'histoire, la corporéité et les représentations dans le domaine équestre. Donc effectivement, l'étude de départ, c'est une thèse de sociologie qui s'appelle « Devenir cavalier, un apprentissage par corps ». La thèse soutenue en 2014 a permis de s'intéresser donc aux pratiques équestres au travers de ma pratique propre et sa mise en relation avec des entretiens réalisés avec 50 professionnels de multiples obédiences, multiples orientations, et qui a permis donc de questionner l'activité de la part du béotien que j'étais initialement. Ça a donné par la suite la mise en place d'un opus dans la peau d'un cavalier, un acteur communicationnel par excellence, dans lequel j'ai pu évoquer une partie de mes travaux que je n'avais pas pu insérer dans ma thèse et que j'ai choisi de séparer de la thèse parce que c'était en quelque sorte un petit peu le cœur et le... comment dire, et la substantifique moelle de ce que j'avais découvert, puisque ça a été pour moi l'occasion de traiter des relations anthropoéquines
clairement et purement, au sens où j'ai pu discuter de ce qu'est la relation de l'humain au cheval, au travers de la technique, mais aussi de la vie avec le cheval. Alors, auparavant, il y avait eu pas mal d'études liées en sociologie aux milieux équestres, alors notamment les études de Verlaine Chevalier, Brigitte Dussard, de Fanny Lemanque, également des études de Chevalier et Lemanque. Il y avait aussi, bien sûr, les travaux de Jean-Pierre Digard, qui n'est pas, lui, sociologue, mais en l'occurrence, qui est toujours très intéressé par le domaine équestre et du coup, qui a beaucoup publié sur le cheval. En histoire, on pourra évoquer, bien sûr, Daniel Roche, et puis en sociologie, Jean Lagoutte, qui, pour ce que j'en sais, était le premier à avoir discuté en sociologie le plus récemment en 1974, donc des pratiques équestres. Il y a évidemment Catherine Tourmalem qui a énormément travaillé sur le genre en équitation. Et depuis mes travaux à moi, il y a un certain nombre de travaux qui touchent au milieu équestre, avec Vanina, bien sûr, qui termine sa thèse, Mademoiselle Leblanc qui nous rejoint, Charlène, et puis j'ai noté en médiation animale et milieu carcéral la thèse de Rodrigue Leit. C'est peut-être moi qui fais la faute là par contre. Les milieux des courses et le genre en Camargue, notamment, qui sont évoqués au travers de thèses déjà soutenues. Donc on constate qu'en sociologie, le domaine touchant au milieu équestre est extrêmement dynamique actuellement. Anne-Sophie, je constate au passage que j'ai oublié de lancer mon chrono, donc si tu peux me signaler quand est-ce qu'il faudra que je ferme ma bouche, ce sera gentil. Donc voilà. Donc un domaine très très riche et très dynamique si on ne s'intéresse qu'à la sociologie. Et bien sûr, si on s'intéresse également à l'histoire, à la littérature, enfin bon, les autres domaines des sciences humaines et sociales qui sont réunis dans notre association, on a clairement quelque chose de très 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 dynamique. Et c'est super. Alors, le milieu compétitif et professionnel a été, comment dire, du moins les chercheurs en sciences humaines que je connais et que sont Chevalier, Lemanque, etc., étaient des professionnels du milieu équestre, des compétiteurs du milieu équestre. Et dans ce sens-là, le problème que j'ai relevé, c'est qu'il y avait une sorte de reproduction des représentations des publics enquêtés dans les travaux, y compris par les chercheuses elles-mêmes. Et pour ça, je signalerai la publication de 2013 de Chevalier et Lemanque sur l'invisibilisation du corps cavalier. Dans ce texte, donc, il est signalé que le corps cavalier disparaît dans la pratique équestre. Alors, c'est pas faux, hein, bien entendu, c'est loin d'être faux si on considère par exemple la pratique du dressage, dans laquelle ce qui est évalué, c'est le cavalier, non pas... excusez-moi, c'est le mouvement du cheval et l'absence de mouvement du cavalier, ou l'absence a priori du mouvement du cavalier. Et de ce que j'ai pu découvrir, moi, en tant que béotien découvrant l'équitation, c'est que le corps cavalier était plutôt un poil présent, c'est-à-dire même complètement dedans. Dedans le cheval, on dit d'ailleurs. Du fait notamment des courbatures qui pouvaient être les miennes à l'issue de chaque séance et qui me faisaient bien comprendre que mon corps avait plutôt été utile. Du coup, qu'il était loin d'être invisible et qui piquait, quoi. Clairement, il piquait pas mal. Alors justement, c'est une des questions qui est levée au travers de mes travaux, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas cavalier à la base. Je suis pratiquant d'arts martiaux. J'ai pratiqué les arts martiaux depuis plus tendre enfance, le judo d'abord, et puis le karaté, le kobudo, qui est la pratique des armes d'Okinawa, et puis le kung-fu depuis maintenant très longtemps, depuis 1994. Et du coup, on se dit, mais pourquoi il fait ça, lui? Qu'est-ce qu'il vient nous, à la limite, qu'est-ce qu'il vient nous emmerder, lui, le pratiquant d'arts martiaux, à venir s'occuper de nos chevaux? Laisse-nous tranquille, arrête. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à cheval, un peu par hasard. Enfin, en sociologie, le hasard n'existe pas des masses, mais bref, j'ai été amené à cheval et en arrivant à cheval, j'ai dû construire des connaissances
en même temps que j'arrivais dans le milieu, comprendre les représentations et me confronter en tant qu'individu à la fois avec mes représentations personnelles de pratiquants d'arts martiaux et le pratiquant de cavalier d'équitation que je devenais. Alors, auparavant, j'avais déjà réalisé pas mal de travaux. En 2000, j'avais réalisé un mémoire de maîtrise, donc de Master 1 maintenant, sur les pratiques de Kung Fu à Rennes. J'avais enquêté sur les 4 clubs d'arts martiaux de Kung Fu de Rennes à cette époque-là. Puis j'avais développé mes recherches ensuite, en 2001, sur l'observation et l'enquête par entretien déjà de pratiquants d'arts martiaux de multiples activités. Karaté, Kwaikido, bref, enfin un paquet de pratiques dont je vous ferai un petit peu l'économie ici, et qui m'avait permis de développer un continuum de pratiques basé sur la définition d'Audifrin et Crémieux en 96. Cette définition évoque les arts de combat qu'elle divise en 2 pôles, enfin pas en 2 pôles, en 2 parties. D'une part, les sports de combat et d'autre part, les arts martiaux. Les arts martiaux, dans cette définition-là, sont les pratiques qu'on considère comme non compétitives, qui peuvent se pratiquer sur un tatami ou pas, contre un ou plusieurs adversaires, et donc sans arbitre et sans règle, et sans octogone. Puisque à cette époque-là, ça n'existait pas déjà, et puis surtout, l'octogone est une règle, donc l'expression octogone sans règle, c'est une bêtise. Bon, bref. Façon. Et d'un autre côté, les sports de combat, eux, qui sont réglés, fédérés et arbitrés et compétitifs. Et donc mes travaux avaient démontré à ce moment-là que plutôt que d'être une séparation stricto sensu de deux extrêmes, enfin de 2 pôles, enfin de 2 définitions complètement différentes, on était plutôt proche de l'idéal type weberien, avec donc un idéal type art martial d'un côté et un idéal type sport de combat de l'autre, et entre ces 2 idéotypes, une multiplicité de pratiques parmi lesquelles on pouvait se positionner à la fois en tant qu'individu et en tant que pratiquant et en tant que pratique. Sachant que par exemple, si vous êtes pratiquant de judo, vous pouvez choisir de pratiquer un beau judo, c'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça qu'appellent les pratiquants de judo des années 80, le judo des années 80, qui était un judo martial, vraiment de pratique souple et épurée, et ou du moins le pratiquant d'un sport de combat judo, vous êtes Teddy Riner et vous allez fracasser des gens sur des tatamis aux Jeux Olympiques. Bon. Voilà un petit peu la logique de ces travaux-là, et donc je vous raconte parce qu'ils vont avoir une incidence sur ce que j'ai fait 10 ans plus tard, en m'intéressant à l'équitation. Alors, pourquoi l'équitation? Qu'est-ce que donc des mecs comme moi viennent faire à pratiquer des activités que font des filles comme vous, en passant, plutôt que des gars comme moi, justement? Alors, comme souvent, la socialisation est clairement responsable de tout ça, puisque dans ma socialisation primaire, il était a priori hors de question pour moi de rencontrer cette pratique, puisque j'étais pratiquant d'arts martiaux, j'étais un mec, un vrai, un dur, un tatoué, et j'avais absolument aucun intérêt pour les chevaux. Je dois vous avouer que j'ai certainement dû en manger par le passé par du reste et avoir trouvé ça bon en passant. Bon, aujourd'hui, du coup, j'en mangerai plus. Mais bon, donc j'ai rencontré une personne et cette personne m'a fait monter à cheval. Ma compagne de l'époque donc souhaite me faire monter à cheval et me fait acheter des chevaux. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, je monte à cheval pour faire plaisir parce que je suis quelqu'un de gentil. Hein. Et sauf que le premier achat de cheval est une jument, comment on appelle ça, pas courbaturée, mais avec des gros problèmes aux appuis. J'ai un trou de mémoire, excusez-moi, une bascule de la phalange, donc vous voyez de quoi je parle. Donc déjà, forcément, elle a beaucoup de mal à marcher. Hein. Et en plus, elle est, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son éducation, mais elle est extrêmement pétocharde. Elle a peur de tout. Ce qui fait que moi, qui ne suis pas cavalier, je pars en balade, donc avec une jument rétive et en plus très peureuse. Et ce qui se passe, c'est que première sortie, première balade, et une mouche pète ou une branche craque, je ne sais pas quoi, et le cheval fait un demi-tour sur lui-même.
faut que je rentre. Et donc, si vous connaissez a priori plutôt pas mal l'équitation, et vous savez qu'en théorie, un cavalier qui n'a aucune compétence sur un cheval qui fait un demi-tour, le cavalier débutant, lui, ne fait pas le demi-tour. Il fait une cascade. Il fait un plongeon, il fait piscine, mais sans piscine. Bref, probablement, il se blesse. C'était pas mon cas. Le fait est que mon réflexe de pratiquant d'arts martiaux, c'était de m'enraciner dans mes jambes. Donc de pratiquer une technique de base des arts martiaux qu'on appellerait en chinois le mabo, en japonais kibadachi, et qui s'appelle la position du cavalier, en fait. Et qui fait que quand on est sur des... de mémoire, encore une fois, sur des... funaise, quand on est sur ses pieds, dans la selle, ce qui se passe, les étriers, voilà. Il faut que je remonte à cheval un peu. Donc, quand on est sur des étriers et qu'on descend dans ses pieds, on descend ses talons, en fait. Et je me suis retrouvé dans une excellente position de cavalier qui m'a permis d'accompagner le mouvement du cheval et de ne pas comprendre ce qui se passait, mais de me retrouver toujours debout sur le cheval. Donc, du coup, ça a été le premier indice qui m'a dit, mais tiens, c'est bizarre, c'est mes techniques à moi de pratiquant d'arts martiaux qui me permettent de ne pas me payer un reface gratuit de la tête avec le gravier qu'il y a par terre. Premier réflexe. Deuxième réflexe, donc, c'est après cette expérience, d'apprendre un petit peu, parce que c'est bien joli de se baser sur ces savoirs acquis, mais à un moment donné, on a besoin d'apprendre pour pouvoir commencer à faire du trot, du galop, être assis, être à l'aise, et puis arrêter de faire mal au cheval, typiquement. Donc, je commence les pratiques, et là, on me demande de garder les coups de corps, on me demande de garder mon dos, on me dit pas mal de choses, et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est des techniques que je connais déjà, en fait. Et c'est comme ça, au travers de cette découverte, donc ce qu'on peut appeler la grounded de Glaser, la grounded theory, qui va me permettre de faire ces premiers liens entre la pratique corporelle que j'exerce et la recherche que j'ai envie de lancer. Et c'est comme ça donc qu'un pratiquant d'arts martiaux devient gentiment pratiquant d'équitation. Donc cette découverte, elle se fait à la fois par la mise en présence du corps humain avec le corps cheval, mais également par l'intégration dans la vie quotidienne de la vie cavalière, puisque je deviens propriétaire de chevaux en même temps que je deviens cavalier. Donc j'apprends la vie au quotidien avec les chevaux, le fait de qu'est-ce que c'est de rentrer dans un champ avec un cheval, qu'est-ce que c'est de rentrer énervé dans un champ avec un cheval ou de rentrer calme avec un cheval dans un champ. Et donc, forcément, mon corps devient l'outil principal de la recherche par l'ethnologie inactive que je ne connais pas à ce moment-là, forcément, puisque Vacan publiera son texte en 2015, mais sans le savoir, je commence à faire exactement les mêmes travaux que Vacan. Pardon. D'accord. Donc, lapsus intéressant pour Lacan, justement, c'est drôle. Donc, la pratique se fait corporelle et je participe donc aux pratiques équestres en ethnologie inactive dans ce que Van Poel appelle la participation observante. Donc, je me retrouve avec des chevaux au domicile, 4 en tout, et je participe à plusieurs formations. Sur 3 ans, en centre équestre dit classique, j'enchaîne les centres équestres, j'en fais 2, 3 même en classique. J'atteins un galop 5. Je fais également en parallèle une formation de 2 ans en équitation dite éthologique pour obtenir le savoir éthologique niveau 4. Et de fait, pendant ces pratiques, je mets en place donc des carnets ethnographiques qui vont me permettre de noter à la fois les événements qui se passent, mes relations avec les chevaux, donc qu'est-ce que je vis avec eux, et également mes ressentis corporels. Donc voilà, sur ces pratiques-là, je vois des différences qui se produisent selon les centres équestres entre les orientations des moniteurs et les types de pratiques qu'ils proposent. En équitation dite éthologique, alors j'emploierai ce terme de dite éthologique parce que vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que ce qu'on appelle équitation éthologique est une invention journalistique qui est une traduction très mal fichue, comme souvent des traductions étrangères, comme d'ailleurs arts martiaux est une très mauvaise traduction de wushu, qui ne veut pas dire ça du tout, qui veut dire pratique guerrière. Et du coup, elle est dite éthologique parce qu'elle se veut le plus proche de ce que l'éthologie évoque dans les travaux éthologiques, et aussi elle se base parfois sur ces travaux éthologiques
pour mettre en place, l'équitation dite éthologique moderne aura tendance à se baser sur les savoirs éthologiques plutôt que sur les savoirs techniques élaborés aux États-Unis. Donc ces carnets ethnographiques vont me permettre de noter pas mal de choses. Et à cela viennent s'ajouter 50 entretiens. Donc en réalité, j'en ai fait plus, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps de les finir en retranscription. Un jour, je les ferai. J'ai d'ailleurs commencé à en rajouter quelques-uns parce qu'il y a un domaine que j'évoquerai tout à l'heure et dont je n'ai pas traité et qui mérite tout à fait le traitement pour bien intégrer l'ensemble des manières d'envisager les pratiques équestres. Donc 50 entretiens, pour certains réalisés en face à face, pour certains réalisés par téléphone et pour certains réalisés par Skype, et dans tous les cas enregistrés au smartphone. Alors j'évoque ça parce que je suis en train de finir un article sur ces enregistrements au smartphone et la méthodologie de l'enregistrement avec cet outil-là, parce que, à mon sens, c'est un outil qui est particulièrement novateur pour le sociologue, et qui n'est pas du tout anodin, puisque les premières enquêtes que j'ai pu mener quand j'étais plus jeune, en 2000-2001, avec un dictaphone, n'avaient pas du tout la même dynamique que celle que peuvent avoir les entretiens réalisés avec des smartphones modernes, au sens où quand vous faites un entretien et que la personne vous parle et voit le dictaphone, elle se rappelle qu'elle est en entretien. Quand vous faites un entretien, vous lancez l'entretien avec votre téléphone, vous posez votre téléphone sur la table, la personne oublie qu'elle est enregistrée. Alors, c'est pas du tout une traîtrise, hein, mais en tout cas, ça a une incidence directe qui est que la personne aura probablement tendance à être un petit peu plus ouverte et à moins se mettre en retrait du fait de cette dynamique d'enregistrement. À tel point qu'il y en a certains qui m'ont demandé s'ils étaient enregistrés quand j'ai fait les retours d'entretien. C'est dire à quel point ils oublient qu'ils sont enregistrés, même si à la fin je leur rappelle que je leur donnerai une retranscription, donc l'entretien a été enregistré, et etc. etc. Donc c'est loin d'être anodin. Et ces multiplicités d'entretiens m'ont permis donc de toucher des gens de manière proximale, de rencontrer donc des professionnels locaux, mais aussi de me déplacer pour rencontrer des professionnels à Paris ou dans d'autres régions, et aussi de toucher des gens que je n'aurais pas pu rencontrer grâce aux entretiens par téléphone ou par Skype. Donc ça c'est une chose importante. Et deuxième chose importante qu'il faut stipuler dans la recherche sociologique, c'est que mes méthodes de quête de professionnels ont été multipliées par l'effet boule de neige, c'est-à-dire que quand je rencontrais quelqu'un, il me renvoyait vers un autre professionnel. Et sociologiquement, on sait pertinemment que quand on connaît un professionnel, c'est plutôt un copain. Donc que les représentations des copains qu'on a sont souvent proches des nôtres, et du coup, j'essayais de voir les personnes qu'on me conseillait, mais aussi les personnes qu'on me conseillait de ne pas rencontrer. Et du coup, j'avais vraiment une chance de pouvoir taper un petit peu toutes les représentations, et aussi, donc, du coup, je faisais d'autres pérégrinations qui permettaient de multiplier les pistes, et donc d'améliorer les chances d'avoir des représentations variées. Ensuite, il y a l'étude socio-historique. L'étude socio-historique de la pratique équestre démontre, notamment les travaux qu'on a refaits depuis avec Vanina Deneux l'expliquent bien, que l'évolution de l'histoire de l'équitation montre la place éminemment guerrière qu'a le cheval, au moins à partir du Moyen-Âge, puisque c'est compliqué d'aller au-delà. Alors, on a l'imagerie masculine du chevalier avec son épée, son bouclier, sa lance et son cheval. On a cette image d'Épinal-là, donc qui ne doit pas faire oublier qu'il n'y avait pas que des hommes à cheval, il y avait aussi des femmes à cheval qui faisaient la guerre. C'est juste que la domination masculine plus récente a tendance à légèrement oblitérer ces femmes guerrières. Donc c'est important de le rappeler en passant. Donc c'est d'abord une pratique de combat. D'ailleurs, pendant laquelle les cavaliers et cavalières ont assez peu d'intérêt pour le cheval qui est sous leurs pattes, puisque voilà, c'est la guerre, quoi. Puis, avec la curialisation des guerriers, qu'Elias évoque, donc qui consiste pour le roi à rappeler vers lui les pratiquants, les chevaliers, de sorte qu'on va avoir cette curialisation qui va avoir pour effet donc un adoucissement des mœurs, enfin qui va participer de l'adoucissement des mœurs et accélérer son processus avec la naissance de l'étiquette, donc de la manière de se comporter.
et la bascule de la pratique de l'équitation non plus comme une pratique de guerre, mais comme une pratique artistique. Donc, va faire évoluer l'équitation de sorte que, par exemple, vont être mises en place les écoles, les théories équestres, et aussi des techniques équestres qui vont avoir de moins en moins de rapport avec le combat, telles que le galop sur place, qui a assez peu d'intérêt en combat, ou voire le galop arrière, qui lui n'en a absolument pas. Création des écoles écoles au sens martial du terme, hein, c'est-à-dire l'école typiquement La Broue, enfin bon bref, toutes les écoles qui peuvent se mettre en place à ce moment-là, et donc de moins en moins d'accès vers le combat. Et on arrive à une sorte de pré-lutte des classes avec Or et Baucher, du moins, qui vont symboliser deux types d'équitation qui sont encore en quelque sorte en cours aujourd'hui, au travers d'une équitation d'extérieur et une équitation de cirque, d'art pur. Mais en tout cas, une sortie de la dimension guerrière de l'équitation au XXe siècle avec l'invention du moteur, la mécanisation, qui va provoquer donc la disparition de fait des cavaliers à cheval de la guerre pour rentrer dans les forêts, dans les parcs et progressivement dans le sport. Et la bascule des militaires cavaliers, Krempe le montre très bien, de la pratique équestre à la pratique avicationniste. Je pense que j'ai fait un énorme dégât à la langue française, je viens de lui faire très mal. En tout cas, les cavaliers deviennent les premiers aviateurs, parmi les premiers aviateurs, et transposent d'ailleurs dans l'aviation leur code à travers le plastron, à travers leurs vêtements. Ça se voit dans certains films retraçant cette période-là, par exemple avec Belmondo. Et puis l'assiette. L'assiette qui vient du cheval, hein, à la base. Le terme assiette est issu de l'équitation. Il a glissé vers les arts de la table, du fait que quand on venait à table, on venait prendre assiette, et du coup, on venait s'asseoir à table, et c'est glissé vers le plat. Et ça a glissé aussi vers l'aviation, puisque l'assiette est la manière qu'on a de conserver un avion bien dans son axe horizontal. Aussi, truc rigolo, c'est que on dit que si on monte à cheval côté gauche encore aujourd'hui, c'était à cause de l'épée qui était portée côté gauche et donc qui permettait de lever la jambe droite. Et cette drôle de petite originalité a fait qu'aujourd'hui, les portes des avions, typiquement, sont toujours à 5 minutes à gauche. Les portes des avions sont à gauche. Bon, je vais essayer d'accélérer. Il me reste 6 diapos pour info. Donc voilà, puis ça devient un sport, hein, avec en passant la prise de pouvoir des femmes, qui, à mon avis, n'est certainement pas... non, mais ça va, c'est bon, c'est un hasard. Mais en même temps, enfin, c'est pas un hasard, en sociologie, le hasard n'existe pas, mais en tout cas, en même temps que l'activité devient un sport, les femmes commencent à rentrer dans la pratique, et plutôt qu'une pratique masculine, aujourd'hui, c'est une pratique féminine. Majoritairement féminine, puisque 80% des cavalières, 80% des cavalières sont des femmes, et 20% des cavalières sont des hommes, pour reprendre la citation de la directrice de Saumur, là, Bref, je me stresse tout seul parce que j'essaie d'accélérer et je me dis n'importe quoi. Bref, la technique de Mauss acquise donc durant la pratique améliore la pratique du pratiquant d'arts martiaux que je suis. Oui, en France et dans les pays nord de l'Europe, on est bien d'accord. Merci de cette précision, Diane. C'est-à-dire que la notion de liant améliore ma qualité de pratiquant martial en me permettant d'améliorer la qualité de mes techniques de jambes. La technique équestre se marie parfaitement à la technique guerrière. La relation interespèce se construit non seulement par l'usage de la technique, mais également par la morale sous-tendue par la pratique. C'est-à-dire que la manière qu'on a de faire l'équitation induit la manière de penser l'équitation, et inversement, la manière de penser l'équitation induit une manière de pratiquer l'équitation. Typiquement, la manière que j'ai eu d'apprendre l'équitation fait que je ne suis pas super fan, par exemple, des tapotages de l'encolure du cheval.
flatter l'encolure du cheval, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît relativement surprenant, dans le sens où, faites-le vous, hein. Vous n'allez pas forcément kiffer. Moi, j'ai pas vu de chevaux se faire « Oh, t'es trop gentil » avec le sabot sur le nez, hein. En général, c'est plutôt négatif. Et, et quand quelqu'un me dit bah « Oui, mais le cheval a appris que c'était bien », je dis « Ben, tourne-toi, je vais te mettre des coups de pied au derrière et je vais t'apprendre que c'est super et que je t'aime parce que je te fais ça. » Voilà. Vous voyez le genre de rapport que moi, j'ai construit avec le cheval au travers de ma pratique. De fait, cette pratique de l'équitation et sa manière d'avoir la relation au cheval ne peut pas se traduire uniquement par une interaction dominant-dominé telle qu'elle est véhiculée souvent par les turiféraires de l'équitation, du moins ceux qui lui veulent pas forcément du bien, donc l'inverse des turiféraires. Donc le corps est complètement mis en jeu avec le cheval, et ce dès la perception visuelle du cheval. Un cheval est capable de vous dire, de savoir dans quel état d'esprit vous êtes, et du coup, le cheval, que ce soit à pied ou sur son dos, vous parle. Le fait de penser un cheval en début de pratique, ce n'est pas juste penser un cheval, c'est aussi prendre connaissance de son état d'esprit à ce cheval. Est-ce qu'il est de bonne humeur? S'il a une mauvaise humeur? Est-ce que ça vaut le coup de faire un petit peu plus que d'habitude aujourd'hui parce que le cheval est plutôt disponible? Ou est-ce que manifestement il a passé une mauvaise nuit? Je vais lui lâcher un peu la grappe. Ce sont des choses qui peuvent se travailler durant ce simple pensage, et ensuite, donc la qualité de la discussion dépend à la fois de l'attitude morale et corporelle de l'humain engagé, et de ses représentations et de ses qualités d'écoute de ce que le cheval essaye de lui dire, entre guillemets, avec son corps et avec ses attitudes. Alors, est-ce que c'est un art ou un sport, l'équitation? Puisque c'était ma question de départ quand j'ai commencé ma thèse. Je constate que le continuum des pratiques peut être appliqué aux pratiques équestres, aux arts équestres et aux sports équestres dans une même mesure qu'il peut l'être pour les arts martiaux et les sports de combat. L'attitude professionnelle dépend de ce que c'est le moniteur. Est-ce qu'il a une culture plus ou moins livresque? Est-ce qu'il connaît Dorgex? Est-ce qu'il connaît Pat Pareni? Est-ce qu'il connaît Winnie Ronis? Est-ce qu'il connaît tel ou tel Michel Henriquet ou un autre? Donc ça va influer énormément sur sa manière de pratiquer l'équitation. La manière qu'il va avoir d'axer sa pratique, est-ce qu'elle est plutôt artistique ou plutôt compétitive, va avoir une influence sur le rapport au cheval. Et les références éthologiques, quelles sont-elles? Est-ce qu'on va avoir une référence à l'éthologie scientifique, donc aux travaux des collègues de l'éthologie, ou est-ce qu'elle va être empirique, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être liée à une connaissance, ce que j'appelle l'éthologie empirique, c'est la connaissance acquise au fil des années par la connaissance du rapport au cheval. Donc tout ça va aboutir à une connaissance du cheval, à une relation au cheval. Donc moi, j'ai découvert un petit peu plus tard 3 représentations qui sont dominantes dans les usages équestres et qui vont induire une manière de pratiquer. Alors, cette disposition-là, elle est intéressante pour comprendre ce que je raconte. Dans les faits, les bulles devraient être plus resserrées. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de personnes pour qui la pratique équestre s'intéresse principalement au sport, à la réussite en compétition, quelle que soit cette compétition. La relation à l'art, ça va être la maîtrise technique. Je veux être un bon cavalier, je veux être techniquement bon. Et ce que j'ai mis dans les activités autres, c'est en fait toutes les dimensions équestres qui ne s'intéressent pas au sport ou à l'art, et en fait qui s'intéressent à l'interaction. Interaction qui peut se faire avec les chevaux, comment je m'intéresse aux chevaux et comment je discute avec eux. Avec les autres cavaliers, moi je vais faire de l'équitation parce que je vais voir un tel ou un tel avec qui je m'entends très bien, ou la relation avec la nature personnifiée. Typiquement, je vais faire des randonnées parce que je kiffe être avec les arbres ou regarder les montagnes, regarder la nature. Et ces 3 modes de représentation peuvent se réunir. On peut être à la fois compétiteur, technicien et vouloir avoir une bonne relation avec tous les domaines de l'équitation, ou être très compétiteur et techniquement nul, c'est rare mais ça existe. Très technicien et sans intérêt pour les autres, pour le cheval ou pour la compétition, etc., etc., etc. De sorte, une fois encore, d'idéotypes inatteignables a priori. Et puis, il y a ce dernier traitement qui est la théorie du don versus l'antispécisme, puisqu'un certain nombre de personnes considèrent aujourd'hui l'équitation comme ne devant plus être, parce qu'elle est une domination équestre. Ça dépend. Il y a des dominations humaines sur les chevaux, ça existe, c'est un fait.
Mais il y a aussi des relations équestres dans le partenariat total. Et c'est ce que je suis en train d'enquêter actuellement à titre personnel, c'est-à-dire ces moniteurs qui veulent que, en fait, la relation équestre humain soit pacifiée et que le cavalier monte le cheval si le cheval veut bien. Donc ça, je l'ai vécu par le passé. J'ai eu l'occasion de tester ce type de pratique. C'est extrêmement perturbant pour l'humain que je suis, qui veut contrôler son monde. Mais en l'occurrence, la théorie du don gaussien semble fonctionner dans la relation entre coéquides. L'enquête tâchera d'en faire état si c'est bien ce que mes hypothèses laissent penser. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolé pour le trop-plein de mots. Et puis, je vais redonner la parole, du moins le contrôle, à Anne-Sophie. Alors, merci Patrice pour cette belle présentation. Alors moi, j'ai bien évidemment quelques petites remarques ou questions, mais je ne voudrais pas prendre la parole par rapport à nos collègues. Donc, si vous souhaitez poser une question, allez-y. Moi, j'aurais une question. Merci pour la présentation. Un peu méthodo sur quel type d'entretien tu faisais avec les cavaliers avec lesquels tu t'es entretenu. Alors, les entretiens étaient réalisés en trois phases. Une phase pendant laquelle, en fait, je leur demandais de me raconter leur histoire de vie. Donc, l'objectif de cette phase-là était de m'expliquer comment eux avaient rencontré le cheval, puisque moi, j'avais mon expérience et je me doutais bien qu'elle était loin d'être la seule. Et je voulais comprendre comment on rentrait dans le monde du cheval. Donc, cette histoire de vie me permettait de savoir comment cette représentation se construisait, par quel biais sociologique. Typiquement, j'ai pu découvrir que c'était rarement un hasard. Ça pouvait l'être, mais il y a toujours une source qui soit sociale par le biais de personnes déjà pratiquantes ou par l'image médiatique véhiculée, les grands mythes équestres, etc., etc. La deuxième phase s'intéressait donc aux thématiques que je souhaitais aborder, donc la relation humain-cheval, le rapport à la compétition, je fais ça de tête, le rapport à la dimension martiale, donc ça c'était plutôt sur la femme, je questionnais ces choses-là, le rapport au corps, le rapport aux femmes et le rapport à la sexualité, puisque il m'était bien, j'avais bien réalisé pendant les pratiques de trot assis ou de galop assis que les mouvements corporels qui étaient les miens pour l'adulte que j'étais me rappelaient des trucs que je faisais un petit peu dans d'autres situations et ne pouvaient pas manquer que de me faire poser cette question-là forcément à d'autres gens. Alors cette question, mine de rien, dans cette époque MeToo, était loin d'être inintéressante parce qu'en fait, elle démontrait aussi une forme de rapport au corps des gens. Donc autant j'avais des cavaliers qui assumaient totalement et des cavalières qui assumaient totalement, autant j'en avais qui disaient non, pas du tout, vous racontez n'importe quoi. Et donc c'était assez intéressant de voir ce rapport qui émergeait de ces réponses. Et même dans ma pratique cavalière, quand je n'arrivais vraiment pas à maîtriser ce galop assis et ce trot assis surtout, qui est beaucoup plus compliqué à mon goût, perso, que le galop assis, à un moment donné, mon moniteur me sort « Enfin Patrice, faut que tu engrosses ton pommeau de sel. » Je fais « Ah oui quand même, d'accord, ok, c'est aussi clair que ça dans ta tête. Bon ben voilà, je ne me trompe pas a priori, on est bien d'accord. » Et voilà, et donc c'est une connaissance qui mérite d'être travaillée, et du coup, qui l'a été. Et puis, donc, je terminais autour de ces questions d'arts martiaux pour finalement évoquer, confronter mes représentations au leur, voir un petit peu ce qu'il en ressortait. Ça pouvait être non, ça pouvait être oui. Et puis, comment, pour finir, je ressentais l'équitation afin de sortir un petit peu de l'ethnologie inactive, du moins de ce que j'avais peur initialement d'être un biais, puis finalement n'en est pas un, mais sortir en tout cas de la logique ethnologique d'une recherche corporelle in situ, pour basculer vers quelque chose de plus sociologique et de plus construit globalement,
en confrontant donc mes représentations et mes ressentis à ceux des professionnels. Donc à la fois qui pouvaient me permettre de valider ou de non valider mes propres représentations. Et puis aussi de, mine de rien, à un moment donné, comparer des connaissances d'un Gallo 5 avec des connaissances de personnes ayant acquis une technique vraiment très, très, très élaborée. Et c'était intéressant de constater qu'à un moment donné, j'arrive en discussion avec un monsieur qui est extrêmement compétent, techniquement, et qui me dit, le cavalier, vous dites que vous devez lier votre centre de gravité à celui du cheval, mais vous faites une erreur parce que le cavalier et le cheval, c'est immobile. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en me disant ça, lui me disait sa technique, donc son niveau, et que, effectivement, certainement que le cavalier et le cheval, c'est immobile, mais pour un très bon cavalier. Parce que pour un très mauvais cavalier, le cheval et le cavalier, c'est deux mobiles. C'est un mobile qui essaye de s'associer avec un autre mobile, qui fait que sur un cavalier extrêmement expérimenté, on a un mobile, on a un seul objet qui se déplace dans l'espace. Tandis qu'un cavalier débutant, on a deux mobiles et qui parfois se déplacent dans deux espaces différents, un finissant souvent loin et l'autre par terre. Donc voilà, c'était l'ensemble de ces choses-là que j'ai essayé d'explorer au travers des entretiens. Ok, merci. Patrice, alors Diane a une question pour toi aussi. On ne t'entend pas, Diane, il faut que tu actives ton micro. Autant pour moi. Ouais, j'avais des questions, des observations, des choses. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, je me posais des questions et toi, tu répondais aussi un peu quand même au fur et à mesure que tu faisais ta présentation. Donc, il y a une partie déjà que je peux enlever. J'aime beaucoup ton schéma final là sur les 3 axes. C'est vrai que c'est une super, enfin, c'est vrai que de l'extérieur, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à synthétiser comme ça. Ça fait toujours du bien à un œil extérieur. J'avais une première question par rapport au résultat, à cette vision globale que tu as pu te faire du monde du cheval et de l'équitation, dans le sens où beaucoup d'entre nous, en tant que cavaliers, c'est pas qu'on s'est jamais posé la question, mais disons qu'on a grandi à travers un milieu et donc parfois on n'a pas ce recul de l'adulte et du scientifique qui pénètre un nouveau milieu socio-professionnel. Et donc ça, c'était juste comme ça une première question. Donc visiblement, tu continues pas à monter à cheval. Ça, c'était une autre question aussi, savoir si tu continuais ou pas. Et aussi, quelle différence tu faisais entre à la fois le contact du cheval et l'équitation, dans le sens où tu disais que tu es devenu propriétaire de cheval, en fait. C'est en même temps que tu as commencé. Et donc, est-ce que tu n'as monté qu'avec tes chevaux à toi? Et donc, est-ce qu'il y aurait eu aussi cette espèce, pas de biais, mais du fait que tu as la propriété de l'animal qui, en plus, peut-être se rajoute à la découverte de l'équitation? Voilà. Et puis ensuite, une autre chose c'est vrai que la vision du cavalier débutant est quelque chose dont on parle pas assez, dans le sens où j'ai l'impression que beaucoup de fois, les gens se centrent beaucoup sur le cavalier tel qu'il devrait être, c'est-à-dire cette vision du centaure, ce mythe, etc., qu'on a déjà vu un peu auparavant. Et on oublie un peu qu'en fait, l'équitation, c'est un sport et que les gens qui sont débutants ben, doivent s'y mettre de manière qui, pour nous, est naturelle et évidente, alors qu'en fait, il y a vraiment tout un espèce de... et je pense que dans le côté langagier, peut-être il y a eu des choses comme ça que tu as dû repérer qui devaient te paraître un peu étranges pour mettre des débutants à une pratique sportive. Parce que ouais, j'avais l'impression qu'en termes de mots ou de choses comme ça, c'est vrai que les cavaliers ont tendance à oublier que l'équitation, c'est un sport et qu'il y a des courbatures, enfin, tout un espèce de rapport à la pratique, au début de la pratique d'un sport avec les débutants. Et je trouve que c'est vrai qu'on oublie un peu ce rapport aux débutants. Voilà. Et c'est à peu près tout. Ah oui, si. Et ce rapport sur les avions et les cavaliers, c'est vrai que je l'avais retrouvé sur un livre d'Amazon qui s'appelle, c'est en anglais, et en fait, il a toute une espèce de glissement où on constate que les Amazones, en effet, par exemple, l'image qu'on a d'Amazon, c'est aussi perpétué dans l'aviation parce qu'il y avait des aviatrices russes, par exemple, qui, en fait, pourraient être considérées comme des Amazones au sens mythologique du terme et qui, en fait, voilà, ont transféré le rapport qu'elles avaient au cheval au rapport à l'avion. Donc voilà, c'était juste... Désolée, plein de choses. Alors, moi, j'ai relevé surtout 2 questions. C'était sur ma pratique actuelle et sur mes chevaux. Ça, et puis sur la vision justement du cavalier débutant et de la mise au sport en fait pour un débutant. Si toi, en tant que justement pratiquant extérieur d'autres sports, t'as pas trouvé ça, je sais pas, bizarre ou il n'y a pas eu des remarques par rapport à ça? Ok.
Alors, concernant ma pratique actuelle, donc quand j'ai fini, quand j'étais sur la dernière phase de ma thèse en 2013, j'ai été contraint de fait d'arrêter de monter parce qu'il fallait que je rédige. Ça, c'est un petit peu, on va dire, situationnel. Pas le choix, il fallait vraiment que je bosse, puis surtout sur la fin. Donc, ça m'a poussé à l'arrêt parce qu'il fallait que j'analyse aussi. Et que selon Elias, quand on est pratiquant, on n'est pas observateur. Enfin, du moins, on n'est pas. Quand on est engagé, on n'est pas distancié, de fait. Et que pour pouvoir se distancier d'une pratique, il faut se désengager. Donc, je me suis désengagé de la pratique de sorte que je puisse analyser à la fois mes ressentis, les interactions que j'avais pu avoir avec les chevaux, avec les humains et mes entretiens. Donc ça a été un arrêt de fait. Ensuite, il y a eu la préparation de la soutenance, et ensuite, j'ai eu extrêmement de mal à reconnecter avec le milieu équestre. À la fois parce que j'avais vu toutes ces dimensions, les positives, mais aussi les négatives. En l'espèce, je vais en sauter quelques-unes. Le fait que dans un centre équestre, il y a un petit peu cette notion que le galop 7 est la ceinture noire du cavalier, et que donc quand tu as un galop 7, tu vois, tu as un galop 7, quoi. C'est comme quand tu as une ceinture noire dans les arts martiaux. Moi, la ceinture, j'en ai pas dans la pratique des sports de combat. Si, pour tenir mon pantalon. Mais j'ai absolument zéro niveau observable d'extérieur. En revanche, j'ai une technique. Quand j'ai fait l'effort de passer les galops, c'était pour comprendre le cheminement du cavalier. Dans l'absolu, c'est pour ça que je n'ai pas continué non plus les galops, je m'en fous complètement, quoi, à titre individuel. En revanche, c'était intéressant de comprendre cette succession des savoirs à acquérir de manière à valider ces galops. Donc ça, c'était intéressant dans la construction du cavalier. Et puis, une fois que je suis je suis sorti de ce milieu, j'ai aussi vu les très mauvais côtés de l'équitation, que sont les luttes de pouvoir permanentes entre toutes les chapelles, qu'on soit dorgexiens, bouchéristes, doristes, enfin bon, tout ce qu'on veut. Et aussi le fait que chaque fois qu'on vous voyait un cavalier, puisque j'avais beaucoup d'élèves cavaliers en tant que formateur à MFR, ils disaient « Ah ouais, t'as galop combien ?» Eh ben, j'ai galop tant. Et tu l'as passé où? À tel endroit. Ah ouais, mais c'est pas vraiment un tel galop. Parce qu'en fait, il y a des critiques permanentes entre centre équestre et c'est extrêmement fatigant. Donc ça m'avait saoulé. Et puis cette difficulté aussi de réengager dans cette pratique que j'aime beaucoup les chevaux toujours. Et j'ai toujours des chevaux, pour répondre à cette question-là, j'en ai deux, qui ont fait que j'y arrivais plus. Parce qu'une fois le milieu analysé, j'arrivais plus à réengager. J'ai toujours ma relation avec mes chevaux, je m'entends très très bien avec eux, mais je ne monte plus dessus pour l'instant. Pour plusieurs raisons. J'ai commencé à remonter à cheval. J'ai fait une séance en 2018. C'est flippant de dire ça. Bon, je suis monté à cheval en 2018. J'ai eu la bonne surprise de n'avoir pas tellement perdu, d'avoir toujours de bonnes qualités techniques à dégraisser, hein, si j'ose dire. Mais voilà, il est question que je remonte incessamment sous peu là où j'ai appris, avec le moniteur que j'ai recroisé, avec qui je m'entends toujours très très bien. Donc il est question que je reprenne l'équitation, c'est un fait. Maintenant, le problème, c'est que j'ai un petit peu un événement qui s'est passé dans ma vie il y a 1 an, qui est la naissance de ma fille, qui fait que mon champ des possibles temporel a pris une grande claque dans les dents. Qu'elle prend énormément de place dans ma vie, à ma grande joie. Hein, et du coup, évidemment, elle a son petit cheval d'arçon, enfin pas de cheval d'arçon, mais elle a déjà un petit cheval, évidemment, qui sera socialisé comme une cavalière, probablement. Et donc, ça, ce sont des petits éléments. Puis un problème au genou que je me suis fait en octobre et qui ne guérit pas et qui m'interdit pour l'instant la pratique équestre. C'est la raison actuelle de ma non-pratique. Mais il est toujours question que je puisse travailler mes chevaux, que je puisse les reprendre au travail. Et du coup, la pratique équestre, je l'ai faite avec mes chevaux, mais pas que. C'est-à-dire que toutes mes pratiques initiales, je les ai faites avec des chevaux qui n'étaient pas les miens. Pour justement éviter de trop axer mon travail sur une relation individuelle. Je voulais comprendre la technique équestre, et ça voulait dire voir plusieurs chevaux pour et ce que doit faire a priori un cavalier, c'est passer par plusieurs chevaux de plusieurs niveaux, de sorte que sa technique soit éprouvée et s'améliore au fil du temps et que les niveaux des chevaux, entre guillemets, augmentent de sorte que la technique du cavalier augmente avec eux. Donc j'ai vu pas mal de chevaux. Et puis un petit événement rigolo, c'est que quand j'ai acheté un jour ma jument, Quinoa, et je l'ai acheté sur
à mon avis, un coup de tête. C'est-à-dire que j'ai vu la jument, je l'ai trouvée magnifique. Je l'ai testée en équitation dite éthologique, avec quasi rien. Elle répondait au doigt et à l'œil. Donc je dis, putain, elle est géniale, j'achète. Et puis, je suis parti en balade avec. Et j'ai fait un vol plané. Parce que la jument, je la connaissais pas du tout en fait. Et puis cette jument-là, c'est une madame. Il faut, voilà, elle est comme ça. Elle a besoin de se dépenser un bon coup avant d'accepter le cavalier. Elle a besoin de sentir la selle, de mettre des coups de cul, de faire la folle. Et après, une fois qu'elle a manifesté ces trucs-là, on peut monter dessus. Elle est super gentille, madame. Donc il faut certainement pas lui mettre un grand coup de jambe parce qu'elle va dire toi tu te dégages. Et donc voilà. Et du coup, je la monte assez rarement, mais c'est une très très fine jument et très très agréable. Donc voilà pour mes chevaux, donc, pour répondre à cette deuxième question. Et quant à la vision du débutant, je l'ai un peu évoqué au travers du savoir savant du moniteur. Là. On aurait pu évoquer aussi le rapport, je l'évoque dans le livre, le rapport du cavalier à la mort et aussi à la mort du cheval et le rapport du moniteur à la mort. Et j'ai connu des moniteurs qui ont arrêté de peur d'avoir un mort. C'est pas du tout anodin. Donc, parmi des cavaliers débutants, la plupart du temps, tu as plus de. Enfin, théoriquement, c'est assez. En fait, non, j'ai pas les moyens de dire une chose pareille. C'est-à-dire que on peut avoir des morts de cavaliers débutants qui n'ont pas de technique et qui vont chuter et faire la mauvaise chute, mais on peut avoir des morts, et on en a souvent dans ce milieu, de cavaliers extrêmement experts qui se retrouvent écrasés par le cheval parce qu'ils ont fait une technique extrêmement élaborée ou qu'ils ont fait un CCE ou que sais-je. Mais c'est vrai que la construction du cavalier, alors, elle est beaucoup élaborée par les guides de la FFE, mais assez, je dirais, en fait, c'est une relation triptyque. C'est un axe à 3 têtes. Il y a la tête du moniteur, la tête du cheval et la tête du cavalier. Et en fait, la meilleure façon d'appréhender, je pense, au travers de ce que j'ai pu découvrir, la relation triptyque dont il s'agit, c'est ne peut pas sortir de ce triptyque-là, en fait. Si un cavalier, en fait, c'est ça, le moniteur, il voit le cavalier comme quelqu'un qui apprend, donc qui se forme, et pour ça, il doit passer par les manières qu'il a d'envisager sa pratique. Or, cette manière de voir la pratique, elle est très axée selon les trois espaces que je vous ai donnés. Est-ce que je vais donner une importance à la relation au cheval? Est-ce que le cheval, c'est une bécane? Parce que j'ai vu tout ça pendant que j'étais débutant. Est-ce que le cheval, il est une très bonne mémoire, mais il est très con, comme je l'ai entendu? Et comment je pratique mon équitation? Est-ce que c'est une pratique qui va s'orienter vers la compétition ou c'est une pratique qui va s'orienter vers la qualité technique? Tout ça, est-ce que mon moniteur va avoir une culture livresque? Par exemple, le moniteur que j'aime beaucoup, il est dorgexien. Il m'a appris à mettre en main le cheval avec les épaules très très basses, les mains très très basses, et de sorte que le cheval vienne se positionner en main, etc., etc. Donc tout ça va participer à la formation du cavalier et à la vision qu'on a du débutant. Mais c'est vrai que quand on évoque le cavalier, ça reste toujours le cavalier accompli, pas le cavalier en cours de fabrication, si j'ose dire. Et ça, c'est commun à tous les moniteurs. Je pense que c'est même probablement commun à pas mal de professions et d'activités physiques. Quand on fait une pratique d'équitation, d'arts martiaux, par exemple, on voit la technique telle qu'elle doit être faite. Mais c'est la pédagogie qui fait qu'on voit bien le cheminement d'un individu. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que j'essaie de dire. Si, mais c'est un peu ça que c'est vrai que oui, non, c'est par rapport à ce que tu dis. J'ai l'impression en t'écoutant qu'en fait, c'est un des seuls sports où on demande au cavalier déjà de savoir monter à cheval, où on attend presque de lui que quand il commence à monter à cheval, presque qu'il sache déjà. Je ne sais pas si pareil, je m'exprime bien. Et d'ailleurs, souvent, on le voit. Enfin, moi, je ne sais pas si ça t'a choqué, par exemple, de voir des moniteurs crier ou des mots qui peuvent être très durs parfois qu'on peut entendre dans les carrières ou dans les choses comme ça. Et c'est vrai que enfin, pour avoir côtoyé des gens qui ne montaient pas à cheval ou pour qui c'était une découverte, c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui a pu choquer des nouveaux entrants en fait dans la filière, d'avoir parfois cette espèce de langage très dur et presque insultant
parfois, en particulier avec certaines jeunes filles, où il y a cette espèce d'exigence que la personne est un débutant, il va monter sur un cheval pour la première fois, mais on est presque à lui dire qu'il est bête parce qu'il comprend rien, il devrait déjà savoir, en fait. Il y a toujours, enfin, j'avais eu l'impression parfois, mais bref, moi, j'ai pas fait l'étude que tu as fait non plus et j'ai aucune matière, c'est plus de l'expérience professionnelle et personnelle. Et donc, c'était. Ça compte de manière hyper importante, hein. C'est important. Moi, dans l'un des premiers centres équestres que j'ai pratiqué, si j'ose dire, je me suis fait passer pour un demeuré absolu, quoi. Alors, peut-être que je l'étais, hein, du point de vue du cavalier, mais là, j'étais en train d'essayer de sauter une barre comme ça, à peu près, et j'y arrivais pas, mais c'était parmi mes premiers cours. Et la monitrice, à cette époque-là, avait un micro, c'était vachement techniquement hyper intéressant, parce qu'elle avait son micro, donc elle t'expliquait bien les choses, elle n'avait pas besoin de hurler, mais en même temps, c'était « Allez, Patrice, allez, on se dépêche, allez, c'est quand même facile quand même, on est quand même un petit peu malin. » Et là j'étais sur le cheval, je passe pour un demeuré absolu. Bon, ça me faisait marrer parce que j'étais un adulte et que je pouvais mettre ça à distance. Mais un gamin, comment il prend ça? C'est compliqué. Cela étant dit, je ne suis pas persuadé que ce soit spécifique à l'équitation, parce qu'on attend toujours de quelqu'un qui fait quelque chose qu'il le fasse bien, je pense. Je pense à l'exemple d'un basketteur, on dit à quelqu'un « Ah ouais, je fais du basket », quelqu'un joue, il joue pas bien, on va dire « Mais t'es nul, en fait, tu sais pas jouer ». Mais non, il fait du basket, il n'a pas dit qu'il était champion de NBA, le gars. De même que quand on est pratiquant d'arts martiaux, on s'attend à ce que parce qu'on est pratiquant d'arts martiaux, on soit doué à tout. Mais non, pas du tout. Et puis surtout qu'on soit capable de s'interposer sur une bagarre, par exemple, ou de se battre. Se battre et faire des arts martiaux, c'est deux choses très différentes. Et intervenir quand il y a un danger, je ne suis pas persuadé que tous les pratiquants d'arts martiaux soient capables de le faire. C'est très compliqué. Et de même qu'aller, imaginons, se battre avec un cheval, même si l'équitation est un art martial, dans l'absolu, je ne suis pas sûr que quelqu'un arrive et soit capable de mettre son cheval sur les postérieurs et bam. C'est une technique, ça s'apprend et il faut avoir le réflexe de le faire au bon moment, par exemple. Si je peux juste compléter, je ne suis pas très longue, Anne-Sophie. Rapidement, hein, parce que sinon on prend du retard. Oui. Vas-y, Charlène. Non, c'est juste pour vous rejoindre parce qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert avec les échanges que j'ai eu avec les professionnels, effectivement ce rapport aux débutants, mais même dans la voie professionnelle. C'est-à-dire que le jeune qui est en apprentissage, il est en apprentissage. Tu dois bien connaître avec les MFR. Et quand il arrive à l'écurie, il ne sait rien faire. Par contre, personne ne lui explique comment on s'occupe du cheval, comment on l'entraîne, comment on fait le box, etc. Et en fait, autant un cavalier est parfaitement capable de faire tout un process d'apprentissage à son cheval, autant il est incapable de ça pour l'être humain. Et voilà, et ça, c'est ce qui ressort. Alors, je n'ai pas trop étudié les moniteurs, plus les cavaliers de sport et les cavaliers d'entraînement, mais ça, c'est quelque chose qui apparaît clairement dans les carrières des personnes. Au début, ils ne savent rien faire, il faut qu'ils cravachent, c'est le cas de le dire, pour se faire reconnaître comme professionnels. Et puis un jour, ils se disent, en fait, ils savent. Ils savent pas que, par contre, ils ne se souviennent pas qu'un jour, ils n'ont pas su. Et voilà. Et en fait, ils répètent en permanence. Bon, c'est la sociologie. Hein. Ils répètent le schéma aux élèves qui sont après. Et justement, je vais essayer de faire très très vite parce qu'Anne-Sophie va me tuer. J'ai eu un truc comme ça, un débat sur Facebook avec quelqu'un qui était ATE et donc qui forme les ATE et qui dit ouais, arrêtez de venir vouloir faire ATE si vous aimez juste la rando. Vous devez savoir monter à cheval et savoir déjà mener une troupe avant de vous former. Et sur un moment, je lui dis mais quelle chance quel nul j'ai été d'être piètre pédagogue quand j'ai commencé à enseigner. C'est débile. Et je lui ai dit, comment vous voulez que quelqu'un sache faire quelque chose avant d'être formé à le faire? À un moment donné, il faut juste vous, en tant que professionnel, accepter que vous formiez un débutant pour devenir un professionnel, c'est votre travail. Et a priori, il n'a pas répondu. Je pense qu'il a dû se dire, celui-là, il me saoule. Et en tout cas, c'est incroyable, ce type de discours-là. En fait, il part du principe que la personne qui professionnalise, donc payer à une formation, c'est déjà monter à cheval parce qu'elle a appris sur son temps personnel de loisir quand elle était jeune ou moins jeune. Et le moniteur d'équitation considère que le débutant doit déjà savoir. Voilà, donc il faut arriver à se faire sa place par là. Voilà, moi j'arrête. Moi aussi, j'arrête. Bon, alors merci beaucoup, Patrice. Bon, je te poserai mes questions par chat par conséquent parce qu'on va laisser la parole
donc, à Sophie Barrault, donc, qui a commencé sa carrière dans la filière équine comme cavalière professionnelle dans une écurie de spectacle. Puis elle a été gérante d'une écurie en Normandie et par la suite, elle a obtenu un DU éthologie du cheval. Sophie a rejoint en 2013 le groupe de recherche de Jocelyne Porcher au sein de l'INRA UMR Innovation pour participer au programme de recherche ANR-CO. C'est dans ce cadre qu'elle est partie au Japon, à l'université de Kyoto, auprès des professeurs Tomonaga et Matsuzawa, primatologues. Sa première mission était à ce moment-là de préparer les chevaux de l'université de Kyoto à travailler sur des écrans tactiles dans le cadre d'un programme de cognition comparée chimpanzé-cheval. Sa deuxième mission était d'observer dans quelle mesure les chevaux et les chimpanzés investissaient une part de subjectivité dans un travail de cognition qui avait tous les signes apparents d'un conditionnement opérant. Et donc, par la suite, elle a poursuivi cette collaboration avec Jocelyne Porcher au sein du programme Cheval-Éduc, subventionné donc, par la région Normandie, sur le terrain d'observation de l'école Blondeau. Il s'agissait de se poser la question des enjeux du débourrage dans le travail du jeune cheval de sport ou de course. Et donc, c'est une partie de ce travail autour du rôle de la voix dans la mise en place de la relation entre l'éducateur et le jeune cheval qu'elle se propose de nous présenter aujourd'hui. Et donc, je vais lui donner les droits pour qu'elle puisse partager son écran. Voilà, normalement, là, maintenant, vous pouvez partager votre écran, Sophie. Voilà, alors je vais commencer au début. Bon, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous présenter les travaux que nous avons fait avec Jocelyne Porcher sur un programme qui s'appelle Cheval-Éduc et plus spécialement un focus que nous avons fait sur le rôle de la voix dans l'éducation du jeune cheval. Donc tout d'abord, je voudrais partir du départ, hein, c'est-à-dire de ce que l'on travaille avec Jocelyne. Moi, je connais Jocelyne depuis 2007 et j'ai commencé à travailler avec elle en 2013 donc, sur le programme ANR-CO et qui pose la question du rapport de l'animal au travail. Et la première chose, c'est on est parti des travaux d'anthropologie, en particulier les travaux de Charles Stepanov sur la question des sociétés hybrides, c'est-à-dire qu'au fond, la relation homme-animal, c'est une relation qui est au fond universelle, c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le monde de sociétés ou humaines qui n'ont pas d'interaction avec les animaux. Et l'idée de Jocelyne Porcher, c'est que ces sociétés hybrides, ces relations homme-animal, elles se construisent autour du lien que construit au fond le travail. C'est le travail, c'est parce que nous avons quelque chose à faire ensemble avec les animaux que nous construisons du lien. Donc le programme Cheval-Éduc est dans la continuité d'ANR-CO. Qu'est-ce que c'était ANR-CO? C'était un programme de recherche où l'on posait la question, est-ce que l'animal travaille? Donc, plusieurs chercheurs dans une équipe pluridisciplinaire ont travaillé sur différentes espèces, comme les éléphants, beaucoup les chiens, un petit peu les chevaux, mais pas tant que ça. Et aussi les animaux d'élevage, comme par exemple une étude qui a été faite sur le comportement des vaches au robot de trait. L'idée originale de ce programme de recherche, c'est que nous ne sommes pas partis sur un cadre théorique de l'éthologie, qui pourrait être des cadres théoriques qu'on aurait choisis pour justement observer les animaux, mais nous sommes partis, enfin Jocelyne Porcher a eu l'idée de partir sur un cadre théorique qui est la psychodynamique du travail, qui a été théorisé par Christophe Dejour. Donc, le résultat de ce travail d'ANR-CO a été une définition du travail animal qui c'est l'effort physique et mental que doit faire un animal au-delà des procédures pour atteindre les objectifs fixés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien que l'on parle souvent que l'apprentissage, en particulier chez les chevaux, se fait par les théories du conditionnement opérant et qu'on est très skinnérien dans nos explications de l'apprentissage chez les chevaux, eh bien, ce qu'on a pu observer sur ANR-CO,
c'est qu'il y a un moment donné où il faut que le cheval adhère au projet, en particulier quand il y a le projet est très ambitieux. Je pense par exemple à des discussions qu'on a eues avec Kevin Stott sur le travail d'un cheval de sport de haut niveau, où il ne suffit pas qu'il sache sauter, mais il faut vraiment qu'il soit adhérent à ce projet pour pouvoir passer les difficultés énormes qu'il y a à faire un parcours, par exemple, de CSO des Jeux Olympiques. Alors, qu'est-ce que la théorie de la psychodynamique du travail? C'est l'idée, plus que de définir le travail, mais de définir ce que c'est que de travailler. Et pour Christophe Dejour, travailler, c'est l'écart en fait qu'il y a entre la prescription, c'est-à-dire le travail, ce qu'il appelle le travail prescrit. Donc par exemple, voilà, je dois débourrer un cheval avec la méthode Bandeau, donc une prescription très précise, très standardisée. Et puis l'aboutissement de la tâche. Mais ce qu'il dit, c'est qu'entre les deux, entre la prescription et l'aboutissement de la tâche, il y a le réel. Et que le réel s'impose à nous souvent par des difficultés à dépasser. Et donc, pour dépasser ce travail réel, justement, il faut quitter la simple prescription, il faut quitter le zèle du travail pour investir sa subjectivité, c'est-à-dire son intelligence, son savoir-faire, sa force musculaire, tout ce qui fait le sujet. Il part donc du principe qu'au fond, le travail commence toujours par de la souffrance, mais qu'il peut se transformer en épanouissement à partir du moment où il y a justement une reconnaissance de cet effort fourni, ce qu'il appelle le jugement de beauté ou le jugement d'utilité, qui sont la reconnaissance des pairs ou la reconnaissance, par exemple, du client. Voilà, donc c'est cette reconnaissance qui permet de faire du travail ce qu'il appelle la centralité du travail, c'est-à-dire la production de l'épanouissement du sujet. Donc, la suite, si sur un NRCO, nous avons pu en effet définir que les animaux travaillent et qu'en effet, ils sont capables d'adhérer au projet et d'investir une part d'eux-mêmes dans les projets avec les humains, la deuxième question que nous avions envie de nous poser, mais c'est comment, au fond, les animaux entrent dans le travail. Donc, la question qu'on pose dans Cheval Éduc, c'est le débourrage est-il une formation professionnelle initiale du jeune cheval? Notre terrain d'observation a été l'école Blondeau. Alors, pourquoi l'école Blondeau? D'abord parce qu'on a affaire à vraiment des chevaux de professionnels, c'est-à-dire que 80% des clients de l'école sont des professionnels de l'équitation, en particulier des entraîneurs de course. Hein, la grosse partie des chevaux qui viennent en débourrage à l'école Blondeau sont des chevaux de course, sont des yearlings de course, de galop, je précise. Et donc cette école, elle a été créée en 2005 par Florence et Nicolas Blondeau. Nicolas Blondeau a théorisé une méthode qui est très standardisée, ce qui nous a permis de nous servir un petit peu de cette méthode comme un protocole de laboratoire. Et nous avions des milliers de chevaux, au fond, qui sont passés dans cette école. Donc, nous avions un gros panel de chevaux. Et notre étude donc, a été faite sur un panel de 100 poulains au débourrage, mâles et femelles, entre 18 mois et 36 mois, majoritairement de races pur sang, mais aussi avec d'autres races, comme les trotteurs, c'est le français, pur sang arabe. Alors, notre protocole, nous nous sommes servis particulièrement de la vidéo, c'est-à-dire que nous avons filmé les chevaux. Tous les chevaux restent 15 jours au débourrage. Tous les chevaux suivent exactement le même protocole de débourrage, qui est donc la méthode. Nous avons filmé les chevaux sur ces 15 jours de débourrage, ces 100 chevaux. Donc, nous avions 4000 vidéos, poulains, mâles et femelles, filmés sur toutes ces étapes. Nous avons travaillé sur un logiciel qui s'appelle Observer XT, qui nous a permis de rentrer à l'intérieur des interactions à l'image près, donc de faire des statistiques sur de nombreux comportements humains et animaux.
Et nous avons doublé ça avec des entretiens avec cavaliers de l'école Blondeau. Alors, je dirais que les macros du programme Chevalier-Duc, c'est qu'en effet, nous avons répondu oui, le débourrage est une formation initiale professionnelle du jeune cheval. Pourquoi? En reprenant les travaux de sociologie de Lamamra et Masdonati sur l'apprentissage chez les humains, on peut définir 3 grosses difficultés qu'ont les apprentis à dépasser pour pouvoir devenir justement professionnels. C'est tout d'abord quitter le monde de l'enfance pour le monde de l'entreprise, apprendre un métier et aussi, comme on a pu l'évoquer là tout à l'heure, gérer de nouvelles relations sociales. Eh bien, nous avons pu en effet définir que le cheval vivait exactement les mêmes processus, c'est-à-dire que c'est une rupture avec l'enfance. Les chevaux souvent sortent de l'élevage, donc quittent leurs congénères. Souvent, ils vivent à l'élevage en troupeau, donc ils quittent leurs congénères, ils quittent leurs humains de référence, qui sont les éleveurs, pour venir dans une écurie de débourrage, vivre un mode de vie en isolement au box. Ils doivent apprendre des nouveaux comportements et aussi gérer de nouvelles relations, parce que la relation du travail n'est pas la même relation que celle du poulain avec son éleveur. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans ce programme, c'est que l'investissement affectif a autant d'importance que la question de l'apprentissage. C'est-à-dire que évidemment, le cheval vient au débourrage pour apprendre des choses, mais que l'investissement affectif entre l'homme et l'animal semble primordial pour la réussite du débourrage. Donc, ce que nous avons fait, c'est que pour pouvoir affirmer ça, nous avons traité en particulier 4 étapes de la méthode, qui sont tout d'abord les premières étapes, et en particulier l'étape du vent. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'étape du vent. L'étape du vent, c'est une étape qui va être faite dès le premier jour du débourrage. C'est quoi? Il s'agit de demander à un cheval de monter dans un vent. C'est un vent en plus un peu particulier, qui fait un peu peur. Et l'objectif est justement de construire une situation de désaccord, c'est-à-dire que le cheval, de fait, se retrouve devant une situation qui est anxiogène, puisqu'il va se retrouver enfermé dans une boîte. Voilà. Donc, c'est une situation de désaccord qui est construite de façon complètement consciente par l'humain, dans le but de créer une situation d'accord, c'est-à-dire de négocier. Non, tu n'as pas envie de le faire, mais tu vas le faire parce que je te le demande. Mais cet effort que tu vas faire, je vais te proposer de te soutenir affectivement dans cet effort que tu as à faire. Ce que nous avons pu remarquer, c'est que dans nos résultats statistiques, c'est que le rôle de la voix était vraiment prédominant dans cette volonté de construire ce soutien affectif face à la difficulté avec le cheval. Donc là, je vous donne quelques exemples de résultats que nous avons. Alors, j'avais un répertoire comportemental très très large, mais là, ce que je veux vous montrer, c'est deux comportements que nous avons testés, les comportements humains qui sont les verbalisations. Nous avons repéré 4 types de verbalisation différents, ce qu'on a appelé les c'est bien récompenses, qui sont des c'est bien qui sont réellement corrélés avec la bonne réponse du cheval. Le c'est bien ritournel, qui est un c'est bien qui est plutôt une chanson qu'on chante au cheval, oui, voilà, voilà. Les mots doux qui sont oui, ma belle, oui, mon papa, etc. Et les ordres vocaux qui sont pas, trop, oh, etc. Il y a l'étape du vent qui est découpée en 2 parties, qui est le vent, ce qu'on appelait le vent monté, qui est le moment où on oblige le cheval à monter dans le vent, enfin on essaye de l'influencer pour qu'il monte dans le vent, et l'étape du vent caressé, une fois qu'il est dans le vent, le cavalier le caresse partout, voilà, et le félicite énormément de ce qu'il a fait.
Le premier train en main, alors il y a une spécificité dans la méthode Blondeau, c'est qu'on ne longe pas le cheval, on ne le met jamais à distance, que les positions primordiales dans cette méthode, c'est soit côte à côte, soit face à face, mais à majoritairement moins de 1 mètre du cheval. Et la dernière étape, qui est une promenade en extérieur aux 3 allures. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le vent monté, c'est les c'est bien récompenses qui sont les plus fréquents. Dans le vent caressé, c'est plutôt le c'est bien ritournel. Et dans le train en main, c'est les ordres vocaux, ce qui paraît logique, puisque c'est le moment où on lui apprend justement les ordres vocaux, pas, trop, etc. Et la dernière étape, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la dernière étape, alors que le cheval, au fond, sait à présent ce qu'il y a à faire, est encore très, très stimulé par la voix. De l'autre côté du tableau, vous pouvez voir que nous avons noté les moments où les chevaux prennent contact avec l'humain ou s'en éloignent, c'est-à-dire où ils prennent l'initiative, soit de s'approcher, soit de s'éloigner de l'humain. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est dans le vent caressé que le cheval prend contact le plus souvent, et que c'est dans le vent monté qu'il s'en éloigne le plus souvent. Donc, on voit bien que c'est ce moment où on oblige le cheval à monter dans le vent est un moment évidemment conflictuel. Je vais vous donner un petit exemple des mots doux qu'on peut entendre. Oui, bien, ma fille. Voilà. Alors, quand on a remarqué cette prédominance de la voix, on a eu l'idée de faire un focus, de chercher, mais comment elle est constituée, cette voix? De quoi elle est faite? Alors, nous aurions pu faire appel à des logiciels qui nous auraient détecté les différentes définitions de ces voix. Nous aurions pu aussi travailler avec des musicologues, des scientifiques. Mais nous avons préféré travailler avec un musicien qui s'appelle Patrice Perrieras, qui est chef d'orchestre, qui est musicien, qui a travaillé avec Michel Legrand, qui a commencé sa carrière avec la chanteuse Barbara, et qui a l'oreille absolue. Pourquoi nous avons voulu travailler avec un artiste? Parce que nous avions pensé qu'un artiste, au fond, c'est un spécialiste de l'émotion. C'est-à-dire qu'il est autant émetteur que récepteur d'émotions, et que c'était peut-être, au fond, les meilleures personnes pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette voix et dans son rôle de bulle affective qu'elle construit. Nous avons donc pris 8 cavaliers de l'école Blondeau, 4 femmes et 4 hommes, des apprentis et des cavaliers professionnels, dont Nicolas Blondeau, et nous avons testé ces voix. Nous avons en fait transformé un box en studio d'enregistrement et nous avons proposé aux cavaliers qu'ils fassent les premières étapes au box. Il y a beaucoup d'étapes au box dans la méthode Blondeau, qui sont en particulier la mise en place d'un mode de communication traction voix baguette, alors qui est faite avec un mors et une longe qui est mise en colbert, donc autour de la nuque du cheval. Donc, on lui apprend d'abord à répondre à la traction en avançant sur le cavalier, puis on l'habitue à la baguette, qui va tapoter sur l'épaule en même temps que l'on donne un ordre vocal qui se produit par 2 sons, qui est « aller ». Voilà, donc on leur a demandé de refaire cet apprentissage de ce mode de communication dans le box. Ce que nous avons pu remarquer, ce que nous avons pu observer, c'est que majoritairement, les hommes comme les femmes cherchaient à descendre leur voix vers les bas médiums, vers les graves ou les bas médiums. Aussi, nous avons pu remarquer une syntaxe très primaire, avec beaucoup de répétitions des mots, et qui nous rappelle évidemment ce que l'on appelle le parler bébé. Hein. Sauf que dans le parler bébé, quand on cherche à stimuler le bébé, on va plutôt aller vers les aigus.
En revanche, quand on cherche à l'apaiser, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on chante une berceuse aux enfants pour les apaiser, on va plutôt aller vers les bas médiums. Donc, et ça de façon universelle, en tous les cas, c'est ce qu'on peut lire dans la littérature. Du coup, ça nous confirmait donc que nos cavaliers cherchent vraiment à construire donc cette bulle affective. Donc, je vous donne un petit exemple avec la voix de M. Blondeau. Bien. Voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, bien. Bien. Oui. Voilà. Voilà, bien. Oui. Oui, c'est bien. Oui, oui, bien. Bien, oui, oui. Voilà. Bien, bien. Voilà. Voilà, bien. Oui. Oui. Oui, bien. Oui. Oui. Oui, bien. Oui, bien. Voilà. 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 Donc voilà. Hein. Donc là, on entend bien ce rythme. Alors, M. Blondeau a une voix très grave, mais aussi cette espèce de chanson. Ce qui est intéressant, c'est que sur les travaux, par exemple, d'Aenerco, sur les travaux de Nicolas Lenné avec le débourrage, ce qu'on pourrait appeler le débourrage des éléphanteaux, des bardeurs au Laos, on a les cornacs chantent des chansons aux éléphants qui sont à peu près sur ces mêmes tessitures et sur cette même, je dirais, ritournelle que l'on chante aux animaux. La deuxième chose que nous avons observée et qui est vraiment très intéressant, c'est que ce qu'a repéré Patrice Perrieras, c'est que Nicolas Blondeau, mais aussi Emmanuel Sudret, qui est un des cavaliers les plus experts de l'école, construisent des phrases musicales sur un rythme ternaire. C'est-à-dire que, au fond, quoi qu'il arrive, avec le cheval, qu'il soit énervé, qu'il soit en opposition ou qu'il soit au contraire positif, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, sur quelles que soient les étapes d'ailleurs qui sont faites, dans tous les cas, ce rythme reste d'une parfaite régularité. Donc c'est assez intéressant parce que on peut se demander qu'est-ce que ça peut apporter et pourquoi il y a cette parfaite régularité du rythme. Alors, je vais pousser un peu parce que c'est toujours un petit peu fort. Patrice Perrieras, en novembre 2019, il a fait une petite conférence aux cavaliers de l'école pour nous donner ses résultats. Et
pourquoi il peut affirmer qu'il y a ce rythme ternaire? C'est parce que, au fond, en tant que chef d'orchestre, il peut absolument battre la mesure sur cette phrase musicale. C'est-à-dire que cette phrase musicale que dit Nicolas Blondeau ou que dit Manu Sudret, c'est une phrase musicale qui est absolument précise à 3 temps et qui se répète à tout moment de la formation du jeune cheval. Je vous la fais écouter et je vous montre aussi Patrice Pereiras qui barre donc la mesure. Oui, oui, bien. Maintenant, vous le bas. Oui, oui, bien. Voilà. Et donc, cette régularité, elle va se retrouver à tout moment du débourrage, que les chevaux, je dirais, soient en vrac ou pas. Il y a cette espèce de régularité qui ne change jamais. Alors, quelle est notre hypothèse? Notre hypothèse, c'est que non seulement la voix, elle est en effet une sorte de bulle affective parce qu'elle cherche à aller vers les bas médiums, parce qu'il y a des verbalisations qui sont plutôt bienveillantes, mais aussi parce qu'elle est l'écho d'une très grande technicité du geste technique qui va se répéter de façon absolument régulière. Et l'on sait quand même que les chevaux sont des animaux monotaches qui sont extrêmement ritualisés et que cette ritualisation, cette régularité permet au cheval de ne jamais avoir de surprise sur ce qui va lui arriver et du coup lui permettre le calme. Hein. Alors, la phrase de Lot, un calme en avant droit, hein, c'est d'abord le calme. D'abord le calme. Et pourquoi d'abord le calme? Parce qu'on ne peut pas apprendre quand on est dans un état de stress. Et que si l'on considère le débourrage comme une formation, donc comme un moment crucial d'éducation, ce débourrage ne peut se passer que dans le calme. Voilà, donc cette régularité est certainement un signe qui peut expliquer pourquoi les chevaux restent calmes malgré des demandes qui sont parfois compliquées. Alors, ce que nous avons aussi remarqué lors de notre travail sur le débourrage, c'est un geste de contact. Vous pouvez voir là sur l'image avec Nicolas Blondeau, des chevaux qui viennent toucher le cavalier, en particulier sur les épaules ou sur la tête, de façon très délicate. Donc, ce que nous avons fait, comme nous avons capté le son, mais aussi l'image, nous avons calculé le nombre de gestes de contact lors de ces prises de son. Et ce que nous avons pu montrer, c'est que justement, Nicolas Blondeau et Emmanuel Sudret, qui sont donc les cavaliers les plus experts de l'école, étaient ceux qui recevaient le plus de gestes de contact. Donc, qui se toucher chez le cheval, c'est toujours une marque d'attention, que ce soit dans le mutual grooming ou que ce soit dans le greetings, c'est rare, donc c'est important, et c'est toujours un geste social. Sophie, juste pour vous dire, il vous reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. J'ai presque fini. Super, merci. Alors, donc on peut poser, nous on pose une hypothèse hein, sur ce geste de contact. Alors moi j'ai un peu travaillé en primatologie avec le professeur Matsusawa. Et par exemple chez les chimpanzés, il y a un geste qui est dérivé certainement, enfin dont l'hypothèse de Matsusawa c'est que c'est un dérivé de l'épouillage où les chimpanzés nous déboutonnent et nous reboutonnent nos chemises, nos blouses, qui serait une sorte de dérivé de l'épouillage entre chimpanzés. Donc nous, on pose l'hypothèse que peut-être ce geste de contact, c'est une sorte de dérivé des gestes de contact sociaux que l'on peut trouver dans le répertoire comportemental du cheval. Mais ça, c'est encore à voir. Hein. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que ces gestes de contact apparaissent justement
quand les chevaux sont très attentifs à la demande de l'humain. Donc, si on continue à se reporter à la psychodynamique du travail, on peut se poser la question si au fond les chevaux ne sont pas justement sensibles à cette bulle affective qu'on cherche à construire autour d'eux et qu'ils posent au fond une question en nous touchant de cette façon-là sur la relation que l'on veut construire au travail avec eux. Est-ce une relation de coopération ou est-ce une relation de soumission que nous leur proposons? Donc voilà, pour finir, donc si on veut faire un peu une synthèse de tout ça, c'est que si en effet la primo-éducation du jeune cheval, qui est le débourrage, est aussi une question d'affectivité, qu'une question d'apprentissage, on peut voir que apprendre au cheval des règles de travail, ça demande une parfaite cohérence des demandes humaines, que cette cohérence, au fond, elle s'entend dans la voix. Et l'exemple est le rythme ternaire de la voix de Nicolas Blondeau. Et que ce soutien affectif passe aussi par cette voix grave et surtout une voix incarnée, c'est-à-dire qui démontre l'engagement affectif du dresseur face au cheval qu'il est en train d'éduquer. Alors pour finir, je vais vous donner un petit exemple d'une montée dans le vent. Voilà, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, ça c'est bien. Et, oh bah oui, dis donc. Oh là là. Oh là là, c'est bien ça. Voilà, oui, mon garçon. Voilà, ça c'est très bien. Oui, oui. Voilà, ça c'est très bien. Voilà. Ça c'est bien, oui. C'est bien, mon bébé. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. Bien, mon bébé. Voilà. Oui. Oui. Très bien. Voilà. Bien, très bien, mon bonhomme. Oui, ça c'est bien. Voilà. Très bien. Voilà, voilà. Bien, mon garçon. Oui, oui. Voilà, ça c'est très bien. Voilà. Oui. Voilà, oui. Oui. Voilà. Oui, ça c'est très bien. Très bien. Voilà, c'est très bien, mon gars. Ça c'est très bien. Voilà, voilà. C'est bien. Oui. Oui. Voilà, oui. Oui, ça c'est très bien. Voilà. C'est bien. Ah oui, mon pauvre bonhomme. Oh là là, ils sont fous, hein. Oui. C'est bien. Voilà, ça c'est très bien. Très bien, mon gars. Voilà, voilà, voilà. Oui, ça c'est bien. Très bien. Oui. Voilà, ça c'est très bien, mon bonhomme. Oui. Ça c'est très bien. Voilà, voilà, ça c'est très bien. Oui. Ça c'est un bon gars, ça. Voilà. C'est
très bien, mon bonhomme. Oui, oui, voilà. C'est très bien. Très bien, voilà. Oui, oh là là, les histoires. C'est bien, mon bonhomme. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sophie, pour cette très belle présentation et j'ai appris énormément de choses pour ce travail remarquable qui a été mené. Alors, je crois que Diane voudrait prendre la parole. On peut peut-être juste arrêter le partage d'écran pour qu'on vous voit en grand. Et Diane a déjà une question à vous poser. Je vais faire rapide, je suis désolée. Merci beaucoup, Sophie, déjà, parce que vous êtes en plus proposée au dernier moment et ça a été vraiment, et en fait, c'est vraiment trop bien que vous l'ayez fait parce que ça nous a permis d'avoir une super présentation, quelque chose d'extrêmement intéressant, puis qui change un peu en plus de ce qu'on avait pu voir ou entendre jusqu'à maintenant. Donc, rien que pour ça, merci beaucoup. C'est vraiment très sympa de votre part. J'avais juste quelques petites questions. Donc, en termes de méthodologie, alors c'est un travail énorme que vous avez fait avec autant d'entretiens, autant de chevaux, etc., autant de vidéos. J'imagine même pas le temps à analyser tout ça que ça vous a pris. En moyenne, vous avez une durée moyenne de combien de temps pour ces épisodes de vent? Ça, ce serait ma première question. C'est des épisodes qui, voilà, dites. Alors, la moyenne, c'est 13 minutes. D'accord, c'est assez rapide en fait pour des chevaux en premier jour de débourrage, c'est quand même assez OK. D'accord. Ouais, OK. 13 minutes. Et l'autre question que j'avais, c'était par rapport au rapport donc de la voix et de la musique. À un moment dans l'extrait que vous avez passé, il y avait une réponse par le hennissement du cheval en fait, et c'est assez amusant parce qu'on a l'impression qu'il complétait la phrase musicale commencée par la voix de l'homme. Et donc je me demande s'il y avait d'autres cas de réponse sonore en fait des chevaux aux stimulations sonores de l'homme ou pas, si ça a été constaté ou pas, et quelle forme elle prenait. Alors, on ne l'a pas traité, mais en effet, moi, j'ai souvent observé qu'il y a énormément de hennissements. Donc, alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'en général, les chevaux arrivent par l'eau et que, du coup, les premiers jours, il y a pas mal de hennissements. Donc, est-ce que c'est réellement une réponse à la voix ou est-ce que c'est une expression de l'anxiété des poulains qui viennent de quitter l'élevage pour rentrer aux écuries? Du coup, c'est assez compliqué de savoir, quoi, de pouvoir poser vraiment. Mais en effet, j'ai remarqué, je suis d'accord avec toi. Sur l'extrait, je trouvais ça très flagrant parce que l'homme commence à parler, puis en fait, sa phrase s'arrête et c'est la phrase du cheval. En fait, c'est le cheval qui, avec son incident, complète un peu. Donc, je trouvais ça assez amusant. Et enfin, ma dernière question, c'est par rapport à votre conclusion, finalement. Est-ce que, de votre avis, après tout le travail que vous avez fourni, êtes-vous arrivé à la conclusion qu'en fait, le cheval aurait finalement une espèce de conscience d'être inclus dans ce processus de travail, de cette relation au travail qu'on lui demande? Est-ce qu'il y aurait une conclusion dans ce sens de votre part? Alors, c'est très très compliqué de répondre à cette question. Moi, si vous voulez, mon intime conviction, mais il faut vraiment, c'est que, si vous voulez, cette situation qui est construite, qui est une situation conflictuelle de fait dans le vent, mais qui est soutenue affectivement, est pour moi l'expression tout à fait pertinente de ce qu'est le travail, de ce que représente la psychodynamique du travail. C'est-à-dire que, en effet, on est face à une difficulté pour le cheval, comme pour l'humain d'ailleurs. Et ce qui est aussi intéressant dans la méthode, c'est qu'ils sont en face à face. C'est-à-dire que quelque part, ils sont d'égal à égal. C'est-à-dire que l'humain, je dirais, prend autant de risques que l'homme, je dirais même presque plus. Il y a ces échanges de regards qui sont extraordinaires, qui vraiment où on a l'impression que le cavalier cherche à aspirer le cheval par son regard, en particulier certains cavaliers comme par exemple Olivier, vraiment cherche à aspirer. Et on sait aujourd'hui avec les travaux de Léa Lansade par exemple sur la cognition sociale que les chevaux cherchent le face-à-face pour attirer l'attention de l'humain. Ils vont plutôt venir, quand ils sont libres de leurs actes,
se placer en face de l'homme. Donc, c'est quelque chose qui est sûrement très important. Donc, pour moi, c'est vraiment la situation de difficulté que le cheval doit dépasser et qu'il doit dépasser quelque part en faisant confiance à l'humain, en rentrant en coopération avec l'humain. Maintenant, et ce geste de contact, pour moi, il faudrait vraiment savoir si en effet, ce n'est pas une sorte de « ok, j'ai compris », qu'on est en coopération. Je ne dis pas qu'on est copains, on est en coopération. J'ai appelé ça qu'on est dans une co-entente cordiale, au cherche. Ce qui est quand même tout à fait en corrélation avec de plus en plus qu'on sait en éthologie du cheval, où on voit que le cheval est plutôt un animal diplomate. C'est-à-dire, si je devais comparer avec le chimpanzé, qui est un animal plutôt belliqueux, hein, qui n'a pas peur de faire des guerres, faire des infanticides, il est très proche de l'humain pour plein de choses. Le cheval, lui, a beaucoup de rituels pour éviter les conflits. Donc, ce qui va un peu dans ce sens-là, ce geste de contact, pour moi, il peut très bien avoir cette explication de dire « Ok, je pense qu'on peut avoir une coopération ensemble ». Alors, je le dis en plus parce que là, on a affaire qu'à des chevaux de débourrage, mais si on regarde les chevaux en rééducation, alors on pourrait dire oui, mais ils sont très très proches l'un de l'autre, donc le cheval ne peut pas ne pas toucher l'humain. Et alors là, je dirais que non, parce qu'on voit sur les chevaux en rééducation, et là je fais un peu le même travail sur les chevaux en rééducation, que les chevaux, bien que très très proches, quand ils ont une mauvaise relation à l'humain, ils vont faire d'énormes efforts pour ne pas toucher l'humain. Donc bien que très très proches, ils peuvent faire comme ça, hein, pour ne pas toucher l'humain, et que fur et à mesure que je dirais l'image de l'humain redevient positive, ils viennent toucher l'humain, et même sur certains chevaux, ils viennent même toucher tout le temps l'humain pour bien s'assurer qu'en effet, il ne va rien leur arriver de mal avec eux. Voilà. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question. Et je pense très bien. Merci Sophie. Il y a Patrice qui aurait une question également. Oui, alors pour ma part, donc déjà super intéressant, merci beaucoup. Ça témoigne en plus d'une pensée que j'ai, que je pense que l'éthologie et la sociologie ont pas mal de choses à échanger sur pas mal de questions. Vous avez fait deux remarques. Une là, qui a réveillé ma curiosité, et une autre un petit peu plus tôt dans la présentation, qui est autour des sociétés sans contact animaux. Marianne, c'est le cas dans une intervention récente, l'avait faite aussi, sauf qu'elle était partie de l'idée qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de société non hybride, donc qui mettent en relation au moins deux espèces, dont l'humain. Et vous avez l'air d'être beaucoup plus... donc moi, j'étais resté là-dessus, hein, et vous avez l'air d'être beaucoup plus radical sur le fait que ça n'existe pas, les sociétés non hybrides. Donc, je voulais avoir une confirmation de ça. Et la deuxième remarque, c'est vis-à-vis des conceptualisations d'animaux de fuite, ou animaux de fuite, animaux proies, animaux comme ça, où on considère souvent que le cheval, par exemple, est un animal proie, et contrairement à d'autres animaux qui seraient chasseurs. Et de mon point de vue, l'animal proie, c'est plutôt situationnel qu'autre chose, parce que c'est dans le bouquin que si on met un lion entouré de 20 éléphants, ça doit être lui le chasseur, c'est lui qui est la proie à ce moment-là, et c'est lui qui a intérêt de se barrer. Et du coup, au rapport de la notion de fuite, moi je considère que l'humain est plutôt un animal de fuite. Alors je ne sais pas si j'ai raison ou tort, parce que je ne suis pas éthologue, au sens où l'humain, son premier réflexe, c'est déjà, quand il y a un problème, c'est de s'en aller. Et si possible, s'il n'a pas le choix, il va essayer de se défendre, mais il va plutôt essayer de se barrer, un peu comme un cheval en fait, qui va d'abord penser à se barrer. Et comme vous parlez du singe comme d'un animal belliqueux comme l'humain, je me demandais si j'étais dans le vrai ou pas, d'une part, et puis deuxièmement, si le singe allait préférer la fuite plutôt que le combat. Alors, il y a plein de choses. Alors, par rapport aux sociétés hybrides, ben, moi, je me réfère aux travaux de Stepanov, hein, qui est assez. C'est-à-dire qu'en 2016, on a fait un colloque avec Stepanov, où justement, on dit que toute société humaine sont des sociétés hybrides, mais avec, je dirais,
des façons d'être hybride très, très différentes. Il a beaucoup travaillé sur, par exemple, les éleveurs de rennes, où le renne est un animal, je ne sais même pas si on peut dire domestique, peut-être plus un animal familier, que c'est en fait les rennes qui suivent les tribus animistes du nord de la Sibérie, et que leur rapport est un rapport presque de mutualisme euh, en référence à l'écologie, hein, de deux espèces qui survivent ensemble en, en alliant leurs compétences. Et puis, il y a nos sociétés modernes où notre rapport aux animaux est complètement différent, mais que chaque fois, nous avons un rapport aux animaux. Ce que dit Jocelyne Porcher aussi, ce qui est intéressant, c'est de dire que, au fond, le rapport à l'animal est un rapport qui est lié au travail, c'est-à-dire en tous les cas qu'on a quelque chose à faire ensemble. Parce que si on n'avait rien à faire ensemble, c'est par exemple le cheval, à partir du moment où on n'a plus besoin de lui pour travailler, il aurait pu disparaître de notre environnement. Mais en effet, comme vous l'avez expliqué, il y a eu le sport, il y a eu le loisir qui a fait que le cheval est resté dans notre environnement. Mais s'il n'y avait pas le sport et le loisir, il n'y aurait plus de chevaux. Donc voilà, ça c'est pour moi, ça paraît assez évident. Quant à la question alors la question de la prédation, c'est une très bonne question. Moi, quand on me dit le cheval est un animal de fuite, ça me fait toujours un peu bondir parce que j'ai longtemps travaillé sur une communauté de chevaux ferraux au nord du Portugal qui s'appelle le Garano. De 2010 à 2015, j'ai observé ces chevaux justement parce qu'il y avait beaucoup de consanguinité chez ces animaux, parce qu'ils subissaient une double prédation, qui est la prédation des loups, ça fait depuis longtemps, puisque les loups n'ont jamais disparu au nord du Portugal, mais aussi une prédation de l'homme. Alors pourquoi? Parce que le Garano était un animal domestique jusqu'à la révolution industrielle, puis il est devenu un animal féral, c'est-à-dire qu'il a été abandonné, c'est une zone où on fait beaucoup d'élevage pastoral, donc il a été abandonné dans les montagnes, il est redevenu un animal sauvage, en tous les cas dans son mode de vie, et donc, puisqu'il n'est plus domestique, on peut le manger, et on peut le tuer, et on peut le chasser comme un cerf ou un sanglier. Et cette double prédation coûte beaucoup à cette communauté de chevaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces chevaux, en effet, sont des animaux de fuite. C'est-à-dire que une de leurs stratégies, qui n'est pas toujours cette stratégie-là, est la fuite. Je n'ai pas là, mais si je reviens, je vous montrerai, d'un étalon d'un mâle de famille, on se surprend l'un l'autre. Et sauf qu'il a une jument isolée avec son poulain dans un coin, il ne fuit pas, il me regarde, il va chercher sa jument, il la ramène au troupeau. Donc, ce n'est pas une fuite ce n'est pas un réflexe, c'est une stratégie. Et en même temps, je me souviens très bien que c'est des zones boisées, vous pouviez passer à côté d'une famille entière sans la voir. Ils sont tous baies, donc dans la forêt, ça ne se voit pas, et moi j'étais obligée je les repérais à l'odeur, parce qu'on ne pouvait pas les repérer. Je vous donne un autre exemple, les poneys toy au Japon, qui sont aussi des poneys féraux, mais qui ne subissent aucune prédation, il n'y a pas de prédateur naturel, et les Japonais ne sont pas chasseurs. Donc, ils ne subissent aucune prédation. J'ai pu les observer comme j'aurais observé un cheval domestique, à 1 mètre. La prédation est une expérience. Pour reprendre les chimpanzés sauvages, Jane Goodall l'a très très bien décrit, les chimpanzés sauvages sont d'abord fuyants, puis quand ils s'habituent à vous, ils s'approchent, puis quand ils sont très très habitués à vous, ils peuvent vous attaquer. Mais il y a plus d'accidents avec les chimpanzés captifs qu'avec les chimpanzés sauvages. Voilà, donc pour moi, la prédation, être une proie, c'est une expérience. Alors moi, j'utilise le terme de situationnel. Je dis qu'être une proie ou être quelque chose, c'est situationnel. Mais ok, merci, c'est très gentil. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Oui, moi j'ai une question. J'avais une question sur est-ce que vous allez continuer le projet avec cette histoire pour répondre à la question, à la dernière hypothèse là, dans la présentation sur le fait que
que le cheval prenne du contact sur l'humain, ça voudrait dire qu'il lui poserait une question par rapport au travail, enfin en tout cas à leur relation. Est-ce que ça va être une relation de collaboration ou de domination? Et est-ce que vous, du coup, si oui, si vous continuez le projet en répondant à cette hypothèse, comment vous allez vous y prendre? Je ne sais pas si vous avez... Alors, moi, j'aimerais bien, alors, je ne peux pas répondre comme ça à cette question-là, mais déjà, ce que j'aimerais savoir, et c'est vrai que j'aimerais bien travailler là-dessus pour l'instant, je n'ai pas vraiment de piste, mais vraiment, je pense que c'est une piste à suivre. Déjà, de savoir pour moi, ce geste de contact, il apparaît à des moments après des moments qui peuvent être des moments conflictuels. Mais il faudrait déjà que je puisse savoir si en effet c'est vrai. Mais déjà, ce qu'il y a d'important, c'est que si on regarde le répertoire comportemental du cheval, il y a, au fond, ce que je me suis rendu compte, c'est que le cheval a de nombreuses façons de toucher l'humain. Et je pense que déjà, la première chose qu'il y aurait à faire, c'est de pouvoir décrire ces différentes façons de nous toucher. Je pense qu'il y a une espèce de vocabulaire de ce geste de contact. Alors, on s'est beaucoup arrêté sur ça parce qu'il y a eu toute une théorie sur la bulle, qu'il ne fallait pas que le cheval, que c'est un animal de distance, qu'il ne fallait pas le laisser nous toucher, etc., etc. Donc on a peut-être, du coup, on a peut-être organisé une certaine ignorance de ça. Mais à mon avis, il est vraiment important de pouvoir cataloguer ces vocabulaires gestuels chez le cheval avec l'homme, hein, parce qu'avec le cheval, avec les autres chevaux, on les connaît quand même plutôt bien, mais avec l'homme, pour pouvoir ensuite, justement, pouvoir peut-être un jour répondre à cette question. D'accord, ok, merci. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres remarques, je pense qu'on va pouvoir conclure. On est pile parfaitement dans les temps. Donc, un très grand merci Sophie, un très grand merci Patrice pour ces riches présentations qui ont suscité beaucoup d'échanges. Et donc, nous nous retrouvons dans un mois pour notre prochain rendez-vous mensuel Association Cheval et Sciences Humaines. Et donc, à bientôt tout le monde. Profitez de ce beau week-end de Pâques. Merci.